Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans le grand format de ce dimanche 10 juillet 2022. Après l'échec de 3 CI Cotonou en campagne contre les inondations il y a quelques années, un autre projet est né sous le régime de la rupture. On parle du programme d'assainissement pluvial de Cotonou. Le projet est conçu depuis 2018 et entre dans sa phase d'opérationnalisation avec plusieurs chantiers ouverts dans quelques quartiers de Cotonou. D'un coût global de 264 milliards de francs CFA, le projet va permettre à terme aux Cotonnois, nous a-t-on appris, de conjuguer au passé le phénomène d'inondation. De quoi est alors constitué ce programme? Explication à suivre avec François Akomadien. Il est le directeur des opérations de la Société des infrastructures routières et de l'aménagement du territoire. Il est donc l'invité de la semaine sur le grand format. Le grand format, vous le savez bien, mesdames et messieurs, c'est aussi le décryptage de l'actualité nationale. Celui qui assure l'exercice ce dimanche, c'est le directeur de publication du quotidien, l'informateur Claude Alofa est l'invité média. Le tour d'horizon de l'actualité nationale, c'est juste après la revue de presse hebdomadaire signée Nassis Alossé. Mesdames et messieurs, vous avez raison de nous préférer tous les dimanches pour vous informer. Voici le grand format chez vous. À la une de l'actualité au Bénin, célébration de la fête de la Tabaski, l'Aïd el-Kébir, ce samedi à l'instar de leurs frères du monde entier. Les fidèles musulmans du Bénin ont fait également la fête dans cette édition. Nos reporters nous conduiront à Cotonou, à Boumekalavi, Natitengu, Djougou, Porto Novo et Lokossa. On en parle dans un instant. On parlera également de cette initiative de l'APIEX et de la CIPI Bénin qui ont organisé vendredi dernier une visite dans la zone industrielle de Glodjigbe au profit des professionnels des médias du Bénin. Visite marquée par une série de sessions de présentation et de découvertes, images et reportages à suivre. À suivre également les précisions sur le forum des entrepreneurs et chefs d'entreprise qui aura lieu les 11 et 12 novembre prochains à Grand Popo. En attendant ce rendez-vous, les inscriptions ont été officiellement lancées vendredi dernier. C'est ici à Cotonou. Le point de l'actualité, c'est le point de départ du grand format. On démarre avec le chapitre Tabaski qui a eu lieu hier, ce samedi, dans le monde entier. Au Bénin, on a également commémoré cette fête. C'est la place Idi Dakpakpa qu'a choisi le ministre du Développement et de la Coordination de l'action gouvernementale pour la prière matinale. Les précisions sont avec Teddy Goudalo. Des prières à l'endroit d'Allah à l'occasion de la Tabaski. À cette séance, une personnalité pas des moindres, Abdoulaye Biotchane, ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale. Je veux d'abord saluer l'imam, le remercier pour le sermon qu'il a fait tout à l'heure, qui nous rappelle le sens de la fête, de la célébration que nous observons aujourd'hui, qui est le sacrifice suprême qu'un homme, et à l'époque, le prophète Ibrahim, a fait. Et c'est ce sacrifice-là qui nous est rappelé, en même temps qu'il nous rappelle le sens du partage qui doit nous animer un jour comme celui-ci. À cette place, Idi Dakpakpa, le prêche de l'imam Ousmane Ibrahima porte essentiellement sur la paix. Il convie toute la communauté musulmane à surtout cultiver l'esprit de partage en ce jour sacré. J'ai fait appel à un enseignement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à qui les compagnons ont demandé quel serait leur mérite, leur récompense sur l'immolation de cette bête. Le prophète les a répondu par inspiration divine que vous aurez sur chaque poil que contient chaque bête que vous avez immolée, vous aurez une récompense. Allez-y alors comptez le nombre de poils qui se trouvent sur chaque bête et revenez-moi veut dire le nombre que vous avez vu. Ce qui veut dire que les bénédictions qui vont nous échoir sur cette immolation soit incommensurable. Donc j'ai imploré cette bénédiction sur tout le peuple béninois, sur le gouvernement et la tête aussi, le chef de l'État. Voici donc l'acte suprême qui caractérise la célébration de la Tabaski, l'immolation de la bête après la grande prière. Elle donne ainsi le top de la fête dans les ménages musulmans.
L'immolation de la bête qui donne le top de la fête dans la ménage, ce rituel a été également observé à Godomé. Mais avant l'acte recommandé dans les prescriptions du Saint-Coran, la grande prière a été dite à la mosquée centrale de l'arrondissement autour de l'imam central donc de Godomé. Les fidèles musulmans qui ont massivement fait le déplacement ont prié pour la paix au Bénin. Reportage. La petite pluie de ce samedi matin n'a pas eu raison de leur foi. Les fidèles musulmans de l'arrondissement de Godomé ont sacrifié à la tradition de la grande prière de l'Aïd el-Kébir. Ici, dans le plus grand respect des vertus religieuses, l'imam a prié pour que la joie illumine le cœur de ses fidèles et qu'Allah, le tout miséricordieux, accepte le sacrifice de toute la communauté musulmane. Dans son prêche, l'imam mettra un accent sur le respect des obligations prescrites par Dieu. Des obligations de tout ce que Dieu nous a obligés et nous a ordonné. Le respect à la prière, le respect au jeûne de Ramadan, le respect à aller à la Mecque pour ceux qui ont les moyens, le respect de tout ce que Dieu nous a recommandé. Faire du bien aux autres et ne pas faire du mal aux autres. Ibrahim alayhi salatu wassalam, lorsqu'il a vu dans son rêve de sacrifier son fils Ismaël, qu'est-ce qu'Ibrahim a fait? Qu'est-ce qu'Ibrahim a fait? Le Coran nous dit Ya qad saddaqta ar-ru'ya wa inna kadhalika najzi al-muhsinin. Ibrahim, lorsqu'il a vu dans son rêve de sacrifier son fils Ismaël, il n'a pas pris une minute pour accomplir cette mission, pour respecter les ordres qui viennent de son Seigneur Allah le Tout-Puissant. C'est pourquoi le Coran dit Qad saddaqta ar-ru'ya inna kadhalika najzi al-muhsinin. Oh Ibrahim, tu as déjà fait l'essentiel. Tu as déjà su ce que nous avons demandé. Inna kadhalika najzi al-muhsinin. Ainsi que nous allons récompenser ceux qui font du bien. Attentifs au message de l'imam, les fidèles musulmans sortent de la prière tout édifiés. Donc les deux leçons que j'ai retenues du message de l'imam, on doit se soumettre à Dieu. Après la soumission à Dieu, nous nous soumettons à nos parents sans qu'ils ne nous invitent pas à associer quoi que ce soit à Dieu. Parce que c'est ça même l'ordre de Dieu. Dieu a dit de lui donner d'abord son droit qui est de l'adorer sans rien lui associer. Nous avons également prié pour la nation, pour que Dieu nous aide à vaincre ceux-là qui utilisent le nom de l'islam pour faire du mal, pour faire du djihadisme. Nous prions pour que notre pays puisse vaincre ce phénomène. Nous avons prié pour toute la nation, pour la paix, pour que Dieu amoindrisse la souffrance des populations. Et nous aussi, nous rentrons chez nous pour immoler nos bêtes en respect des consignes de Dieu. Nous allons immoler et par la suite partager avec les amis. À la fin de la prière, un mouton a été immolé en signe de sacrifice en ce jour sacré. Direction maintenant Nati Tengou, les fidèles musulmans de la cité des Nanto ont également sacrifié à la tradition ce samedi sous la direction de El Hadj Nouruddin Sani, imam central donc de Nati Tengou. Ils ont pris d'assaut la place Idi de leur localité pour la prière de l'Aïd el-Kébir, occasion saisie pour attirer l'attention des uns et des autres sur la nécessité d'inscrire les enfants à l'école. Régis Hippolyte Agossou, reportage. Place Idi de Nati Tengou ce samedi matin, des fidèles musulmans venus sacrifier à la tradition d'Abraham à travers cette célébration de l'Aïd el-Kébir. Pour la circonstance, et comme le demande le Saint-Coran, la prière dirigée par l'imam central de Nati Tengou, El Hadj Nouruddin Sani Mohamed, a démarré par 2 rakats. « 70 jours sont donc passés après Ramadan et cette prière permet à ces fidèles musulmans de rendre grâce à Allah pour sa sollicitude. Dans son sermon du jour, le guide spirituel a exhorté les uns et les autres sur l'importance de l'instruction. La recherche de la connaissance
est obligatoire sur tout le monde entier, hommes comme femmes. Nous tous, nous devons envoyer nos enfants à l'école, les garçons comme les filles. Il y a un poète qui a dit que quand vous enseignez une femme, c'est comme vous êtes en train d'enseigner la nation tout entière. Oui, notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que la recherche de la connaissance est obligatoire sur tous les musulmans et musulmanes. Message apprécié par autorités politico-administratives et chefs religieux présents à cette prière. La communauté musulmane a vu clair qu'il faut encourager l'école, qu'il faut encourager la connaissance. Grâce à la connaissance, je crois que le développement sera une réalité, l'insécurité va reculer et le pays va connaître son épanouissement. Au nom donc de Madame le Préfet empêché, je voudrais vraiment remercier la communauté musulmane, en commençant par son premier chef, l'imam de la mosquée centrale de Nati Tengou, pour cette belle célébration en deux phases. D'abord les 2 rakats, ensuite le sermon plein de leçons qui invite nos populations d'envoyer nos enfants à l'école pour que notre département puisse concurrencer les autres départements au résultat. À la fin de la prière de la Tabaski, l'imam central de Nati Tengou a immolé cette bête, donnant ainsi le top aux fidèles de sacrifier à cette tradition dans leurs domiciles respectifs. De Nati Tengou, on va descendre maintenant sur Djougou sous la direction de El Hadj Abdul Razak Samari. Les fidèles musulmans ont également célébré la fête de l'Aïd El-Kébir. La place Idi située au quartier Irkwegana était le point de ralliement pour la circonstance. Reportage. Place officielle Idi de Djougou, lieu d'attraction et point de ralliement ce samedi matin pour des centaines de fidèles musulmans. Ils sont ici pour la grande prière de l'Aïd el-Kébir, une fête commémorative du sacrifice à travers laquelle les musulmans ayant les moyens et la capacité sont censés imiter le geste d'Abraham en immolant une bête dont les caractéristiques sont bien définies. Serviteurs d'Allah, sachez que les bestiaux qui doivent être immolés en ce jour saint doivent remplir les conditions suivantes. Premièrement, ces bestiaux doivent atteindre un âge donné selon les principes de l'islam. En ce qui concerne les chameaux, ils doivent atteindre 5 ans, 2 ans pour les bovins, 6 mois pour les ovins et 1 an pour les chèvres. Deuxièmement, ces animaux doivent être sains des défauts de tout genre, au niveau de leurs cornes, au niveau de leurs oreilles et au niveau de leurs yeux. Cette fête est aussi une occasion de communion, de partage et de convivialité. Randonnée spirituelle au cours de laquelle les fidèles musulmans implorent la clémence, la bienveillance et la miséricorde d'Allah. Pendant ces jours, le musulman doit manger et boire. Il doit aussi invoquer Allah éternellement et le louer et être reconnaissant envers lui après chaque prière quotidienne. À l'arrivée de l'imam central El Hadj Abdul Razak Samari, place à la prière collective proprement dite. Cette prière, constituée de 2 rakats, est spécialement dite pour rendre grâce au Maître de l'univers pour sa bonté et sa miséricorde dont ces hommes et femmes bénéficient. Après cette prière, le sermon est dit par l'imam célébrant qui exhorte les fidèles musulmans à poser les actes qui raffermissent leur foi. Dernier acte de cette mobilisation religieuse, l'immolation d'un bélier sous les regards des fidèles musulmans ayant pris part à la prière. Le moment est important et c'est l'acte par lequel le balai des sacrifices est ouvert aux musulmans dans leurs ménages respectifs. Et comme vous avez pu bien le constater dans ce reportage, plusieurs personnalités ont pris part à cette grande prière. À la fin, quelques-unes d'entre elles ont accepté de nous donner leurs impressions. On va les écouter.
mes impressions sont meilleures. Avec tout ce que j'ai vu, au lieu de la prière du Idi, vraiment, nous remercions Dieu. Nous remercions Dieu, vraiment, avec tout ce qu'il a fait pour nous. Et nous lui demandons encore de nous donner encore la santé, la longévité, que l'année prochaine, vraiment, que ça soit encore très bien et mieux que ceci. Et nous prions pour notre État ensemble, que vraiment Dieu nous garde et que Dieu nous donne la paix dans notre pays. Bonnes impressions, on a entendu toutes les prières, que Dieu exauce et que Dieu attende les bonnes paroles prononcées par notre imam central. Alhamdulillah, alhamdulillah, nous rendons grâce à Dieu que le prophète, alayhi salatu wassalam, le prophète Ibrahim, à travers lui que nous avons commencé cette fête de la Tabaski avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous le faisons, comme on le dit en islam, la salah. Nous leur faisons la salah, que la grâce divine soit vraiment sur eux, sur leur famille et sur tous leurs compagnons. Toujours dans l'actualité Tabaski, mais avec un autre volet. Avant la célébration, ce samedi, il y a eu des actes de solidarité et d'humanité entre frères de la communauté. La Jamaat islamique Ahmadiyya du Bénin a pensé aux personnes en situation difficile. Elle a fait don de moutons aux détenus de la prison civile de Porto-Novo et aux handicapés mentaux du centre Saint-Camille d'Avrancourt. Le point avec Marodon. 4 moutons offerts aux personnes en détention à la prison civile de Porto-Novo et 2 aux handicapés mentaux du centre Saint-Camille d'Avrancourt. Cet acte est accompli par la Jamaat islamique Ahmadiyya du Bénin pour permettre à ces personnes en situation difficile de partager ensemble la joie de la Tabaski telle que voulue par la foi islamique. Depuis près de 10 ans, nous venons ici à l'approche de nos fêtes, comme la petite fête, comme vous savez, le Ramadan, et aussi maintenant la Tabaski. Comme c'est la fête de moutons, comme on a l'habitude de dire, on leur offre quelques moutons. Le don dans l'islam, ça fait partie des 5 piliers de l'islam. Parce qu'on on appelle quelque chose la zakat. C'est obligatoire. Ce n'est pas quand tu en as, même jusqu'à ce que notre prophète nous a dit, la zakat par exemple, si tu as quelque chose, c'est au moins 2,25 francs sur 1000 francs, 2,5%. Donc ça, vous voyez l'importance du don, parce qu'il ne faudrait pas que tu te remplis le ventre et que tu laisses les gens à côté souffrir. Il faut partager, c'est le partage. Un geste d'amour face auquel les responsables des 10 centres ont remercié les généraux donateurs au nom des bénéficiaires. L'ensemble des détenus de la maison d'arrêt de Porto-Novo, par ma voix, tous ces détenus vous disent merci. Merci d'avoir pensé à eux. Merci de vous soucier chaque fois d'eux. Pas seulement dans les dons, mais prier pour leur conversion. Et ce don que nous venons de recevoir nous a donné une grande joie au cœur. Parce que demain, nous aussi, nous allons pouvoir fêter comme les autres. Donc nous allons toujours prier pour que chaque année, nous puissions donc obtenir quelque chose pour la fête. En dehors de Porto-Novo et d'Avrancourt, plusieurs autres centres de personnes handicapées ont bénéficié du même regard d'amour de la Jamaat islamique Ahmadiyya du Bénin. Le regard d'amour, le député Ernest Médéwanou l'a également porté sur ses frères musulmans de Toviklin dans le département du Koufo. Vendredi, veille de la Tabaski, il est allé offrir des vivres à la communauté musulmane de la localité, une manière pour lui de participer au plein épanouissement de ses frères musulmans le jour de la fête. Reportage signé Geoffroy Messon. Vendredi 8 juillet 2022, il est presque 14h. Un invité surprise est au milieu de la communauté musulmane de Rouedogli, dans la commune de Toviklin, en pleine prière. Il s'agit du député Ernest Médéwanou, qui est venu communier avec ses frères musulmans et leur offrir de quoi célébrer dans 24 heures l'Aïd el-Kébir, la fête de la Tabaski. Vous savez que je ne viens pas à ces occasions soutenir les miens parce que j'attends un service en retour. Tout juste vous voir en joie. Et moi, j'ai mon bonheur. Le don soigneusement emballé dans des cartons est composé de vivres,
2 bœufs accompagnent ce geste de générosité et d'amour fraternel. Après le jeûne, après vos prières, il ne faudrait pas que le jour de demain qui constitue un jour, un grand jour de joie pour vous, qu'il y ait de la tristesse dans une famille. C'est pourquoi je viens ici, pour que demain là, toutes les familles musulmanes, le Poudoubi de Tovicle, aient effectivement la manifestation de la réjouissance. C'est un geste qui est venu à point nommé. Le moment est un peu criard et tout le monde est en train de parler de la cherté de la vie. Et il est venu pour soulager plus de 100 familles avec 2 bœufs. Les cartons sont remplis de vivres. Vraiment, nous manquons les mots. Nous manquons les mots pour lui dire merci. Allah, le Tout-Puissant, le remercie de notre part et le bénit davantage. Ernest Medewanou est un député élu dans la 12e circonscription électorale que forment les communes de Dogbo, Lalo et Tavikle. Il a saisi cette occasion pour encourager la communauté musulmane à continuer de prier pour le Bénin et ses dirigeants. Je vous prierai de vraiment prier pour celui qui dirige le Bénin aujourd'hui, le président Talon, pour tout ce qu'il fait, les réformes courageuses qu'il a enclenchées pour un bonheur efficace à notre nation. Nous souhaitons que cette fête de cette année soit placée sous le signe de l'amour. Oui, l'honorable n'est pas musulman, l'honorable n'est pas en politique, il n'est pas en campagne, mais vraiment il a témoigné qu'il est digne fils de Toviklin, qu'Allah le soutienne comme il nous a soutenus. Des familles repartent de cette cérémonie fort simple, la joie au cœur et rassurée de célébrer avec faste l'Aïd el-Kébir 2022. Autre sujet d'actualité à présent, les professionnels des médias en visite à la zone industrielle de Glodjigbe et c'est une initiative de la pièce de la CIPI Bénin pour permettre aux hommes des médias de découvrir le travail qui s'y fait. La visite a été marquée par une série de sessions de présentation. Reportage. Les professionnels des médias à l'intérieur de la zone industrielle de Glodjigbe, pas pour couvrir la visite des acteurs privés, encore moins des autorités publiques, mais plutôt pour visiter eux-mêmes des réalisations du gouvernement qui se matérialisent par les infrastructures mises en place pour accueillir les investisseurs du Bénin, de l'Afrique et le reste du monde. Une manière pour l'APS et la CIPI Bénin SA de faire la promotion de la zone économique spéciale à travers les hommes des médias, vecteurs de l'information crédible. Avant l'étape de la visite guidée proprement dite, les responsables de l'APS de la CIPI Bénin SA ont d'abord présenté le projet via son niveau de réalisation, ses implications économiques et sociales pour le développement. S'en sont suivies les phases de visite débutées par la zone commerciale et administrative, de même que quelques chantiers des 23 investisseurs ayant déjà occupé les 400 hectares aménagés. L'autre phase importante du parcours des journalistes est la visite des unités industrielles déjà opérationnelles. Pour nous, c'est un élément important que les journalistes puissent venir se rendre compte de cette opportunité de manière à ce qu'ils puissent relayer auprès de la jeunesse l'ensemble des informations qu'ils auront réussi à recueillir ici dans la zone économique spéciale de Glodjigbe. L'idée, c'est de dire à la jeunesse qu'il y a beaucoup d'espoir aujourd'hui avec ce plan ambitieux du gouvernement qui va permettre aujourd'hui de créer à peu près 350 000 emplois dans la zone et de dire à la population que nous avons besoin en fait de ressources humaines pour faire en sorte que notre pays puisse vraiment se développer dans ces lignes de force que sont le textile, la noix de cajou et la transformation, notamment dans ce qui concerne la transformation agro-industrielle. Avec cette visite, les acteurs des médias ont désormais une idée claire de la politique d'industrialisation du gouvernement et du projet de construction de cette zone économique spéciale. De même, ils sont mieux outillés sur les dispositifs ayant favorisé sa construction, sans oublier les opportunités offertes par la GDIZ. Nous avons des jeunes qui sont en train d'être formés au métier du textile, à la confection de vêtements. Dans à peu près 2 mois, nous allons pouvoir vendre à peu près 1 million de pièces de vêtements fabriquées en République du Bénin. Nous ne sommes pas au Bangladesh, nous ne sommes pas en Éthiopie, mais en République du Bénin.
Ça, c'est très important parce que nous avons commencé dans cette zone la transformation de notre économie. Nous allons pouvoir changer le paradigme économique des Béninois, créer plus d'emplois, plus de richesses, et c'est ça qui est le plus important. La presse nationale fortement mobilisée à cette occasion a donc pour mission de relayer la bonne nouvelle du processus d'industrialisation du Bénin enclenché et qui fait déjà école dans la sous-région. Une industrialisation qui vient changer les paradigmes économiques du pays et qui répond à la problématique d'emploi des jeunes. Pour boucler la première partie du grand format, sachez que l'organisation des professionnels d'entreprise va tenir son traditionnel forum des entrepreneurs et chefs d'entreprise les 11 et 12 novembre 2022 à Grand Popo. En prélude donc aux assises, les activités du forum, tout comme les inscriptions, ont été officiellement lancées vendredi dernier à Cotonou. Il était question pour les initiateurs de lever un coin de voile sur ce qui sera le contenu de ce rendez-vous devenu désormais annuel. Voici le compte rendu signé Nassis Alossé. Compte de l'année 2022. Top départ pour l'acte 3 du Forum des entrepreneurs et chefs d'entreprise Forec. Après les résultats connus lors des 2 premières éditions, l'organisation des professionnels d'entreprise tient le pari de l'organisation de ce creuset d'échange entre les chefs d'entreprise et des personnes à vocation entrepreneuriale. L'objectif est de les former, de renforcer leurs capacités sur un certain nombre de thématiques de la vie de l'entrepreneur et de la vie de l'entreprise. L'autre objectif que nous poursuivons, c'est de contribuer à l'épanouissement personnel, à la croissance personnelle de chaque entrepreneur. L'ambition est clairement affichée, éloigner le spectre de regret de tout jeune entrepreneur. En plus des traditionnelles communications, l'agenda de ce forum dispose d'une particularité cette année. La particularité ici, c'est que nous allons organiser une foire commerciale, ce que nous n'avions pas fait aux 2 dernières éditions. Nous allons organiser une foire qui va constituer un cadre d'affaires pour les participants. Nous allons également organiser la table ronde des chefs d'entreprise. Ce sera un cadre de décision entre chefs d'entreprise béninois pour solutionner à un certain nombre de problématiques que nous vivons en tant que chefs d'entreprise. Des organisations étatiques sont aussi conviées à ce rendez-vous des créateurs de richesses auxquels elles donnent déjà leur caution. J'estime que le Forec est un espace de formation, un espace de formatage des jeunes entrepreneurs. Je suis heureux et fier parce que le Bénin a compris, la jeunesse béninoise a compris ce qui constituait l'obstacle pour l'émergence des entreprises et l'émergence entrepreneuriale au Bénin. J'ai noté vraiment des personnes de qualité et je trouve que depuis 2 ans, beaucoup de belles choses se passent. Je pense que cette initiative est à soutenir et à encourager. D'ailleurs, les bienfaits du Forec ont été révélés sur la toile ces dernières semaines avec une vidéo anecdotique. Lorsqu'on a transporté ce jeune homme imaginaire sur cette civière, son ami de l'autre côté lui a demandé mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Et à l'autre de répondre, et il faudrait qu'abord réviser différent. La caricature montre surtout les rudiments de réussite que les participants tirent habituellement de ce forum. Cette 3e édition, qui élira domicile dans la cité balnéaire de Grand Popo les 11 et 12 novembre 2022, s'annonce comme une aubaine à tous ceux qui aspirent à s'aventurer en entrepreneuriat. Les inscriptions sont ainsi lancées. Toute personne, aussi bien morale que physique, peut aller au charbon. Créée en mars dernier, l'organisation des professionnels d'entreprise reste le cadre juridique du Forec qui se veut un rendez-vous annuel des bâtisseurs. Je ne vais pas citer tout le monde. Merci à vous, Nassis Alossé, pour ce reportage. Et c'est avec vous que se referme la première partie de ce grand format. C'était le point de l'actualité chez vous. Dans un instant, le plateau invité. François Agomadje est le directeur des opérations à la CIRAT. Avec lui, nous allons découvrir le contenu du programme d'assainissement pluvial de Cotonou. Est-ce que c'est une solution pour mettre fin aux inondations? Restez avec nous, vous le saurez juste après la pub. Placé en Paris, rendez-vous sur le site ou téléchargez l'application OneXBet, société de bookmaker.
face à lui, l'invité surprise. Tu veux dire une bonne surprise? J'ai besoin d'un nouveau chef d'équipe et je voudrais que ce soit vous. Oh, c'est dingue. Non, Bond. James Bond. Cinéma, sport, séries, documentaires et grands spectacles. Les chaînes Canal+, c'est 100% de toutes vos envies. En ce moment, profitez de 15 jours offerts à tout Canal+, dès votre réabonnement. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com, vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Nous avons connu le projet 3CI Cotonou en campagne contre les inondations qui a montré ses limites face aux souffrances des populations et ce malgré les milliards engloutis dans le projet. Mais depuis l'avènement du président Patrice Talon, une autre solution est mise en place pour la même cause. On parle du programme d'assainissement pluvial de Cotonou. Le projet pèse 264 milliards de francs CFA. Alors ce programme, à quoi va ressembler Cotonou pendant la saison des pluies? Nous allons le savoir dans un instant avec le directeur des opérations de la Société des infrastructures routières et de l'aménagement du territoire. Monsieur François Akomadia, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bienvenue sur le plateau du grand format. Merci. Alors, on va dire que tout a commencé à partir d'une table ronde organisée à Paris, c'était en 2018. Aujourd'hui, le PAPC, est-ce que c'est du concret? Vous l'avez observé à travers les événements de ces derniers jours. Je vais parler des reportages que vos confrères ont eu à faire sur le terrain. Vous avez vu que désormais, c'est du concret. Le PAPC a démarré effectivement. Nous avons vu dans plusieurs quartiers où le chantier est effectivement en cours. Nous l'avons observé au niveau de la zone de Ciné-Concorde. Nous l'avons vu. Nous l'avons vu au niveau de la zone de la CEB, derrière au niveau de Verdecor. Nous l'avons observé aussi du côté de Godomé. Tout cela montre que le PAPC, c'est désormais du concret. Alors, le projet a démarré quand et où en sommes-nous aujourd'hui? Bon, il faut dire que concrètement, ce n'est pas en 2018 que le projet a démarré. Quand on parle de projet, il y a une phase d'études. Donc les études ont démarré bien avant 2018. Je voudrais rappeler que le PAPC est né de la mise à jour du plan directeur d'assainissement, le PDA, qui a été mis sur pied depuis quelques années. Autour dans les années, on va dire 2016, ce PAPC, ce PDA a été mis à jour et a prévu un certain nombre d'ouvrages à ériger. Lors de cette mise à jour, il a été diagnostiqué qu'à Cotonou, sur les 50 bassins versants que compte la ville, 34 présentent des problèmes. C'est-à-dire 70% du territoire de Cotonou, aujourd'hui, est en proie à des difficultés liées non seulement du drainage des eaux, ces difficultés qui sont liées principalement à deux causes. Il y a des causes naturelles et aussi des causes anthropiques. Causes naturelles parce que Cotonou, comme vous le savez, c'est une zone qui est plate. Nous n'avons pratiquement pas de pente. C'est une zone dont la nappe phréatique est à fleur. Nous sommes entourés d'eau. Nous avons le lac Nokwe, nous avons l'océan Atlantique.
tout un ensemble de morphologies qui ne facilitent pas le drainage des eaux. Mais en dehors de ça, nous avons d'autres problématiques. C'est l'occupation des couloirs d'eau, l'occupation de l'habitat naturel d'eau. Donc, tous ces éléments conjugués rendent difficile la question de la gestion de l'inondation à Cotonou. Mais fort heureusement, une étude a été réalisée et a défini un certain nombre d'interventions à réaliser pour pouvoir conjuguer au passé ce problème d'inondation. Au nombre de ces interventions, nous avons la construction de grands collecteurs. Les collecteurs, c'est des caniveaux, des grands caniveaux qui sont destinés à drainer les eaux pluviales vers les exutoires naturels que sont le lac Nokwe et l'océan Atlantique, pour parler de Cotonou. En dehors de ces collecteurs, nous avons de grands bassins de rétention d'eau à aménager. Il y en a 7 à aménager. Nous avons, je disais, caniveaux. On en a 46 km. Et au niveau des caniveaux de taille moyenne, nous en avons autour de 90 km à réaliser. Nous avons quelques ouvrages d'accompagnement de ce programme. En tout, c'est autour de 146 km d'ouvrages de drainage, ce qui fait un peu moins de 50% de ce que nous avions fait depuis 1960. Depuis 1960. Voilà, il faut rappeler que Cotonou, grosso modo, nous avons environ 305 km de collecteurs à Cotonou, jusqu'à 2016. Et 70% de ces ouvrages qui existaient présentent beaucoup d'insuffisances, des sections insuffisantes ou bouchées, ainsi de suite. Donc, inopérants pour résoudre le problème d'inondation. Et c'est fort de cela, fort de ce constat, que le programme a été mis sur pied avec cette ampleur. Il faut souligner que lorsque le rapport final a été mis à disposition, il est prévu de réaliser, de mettre en œuvre ce programme jusqu'en 2045. Mais attendre 2045 pour voir la fin du calvaire des Cotonois, ce n'était pas admissible pour le gouvernement. Si bien que une table ronde a été organisée à Paris en janvier 2018 pour adresser définitivement et complètement la question de l'inondation à Cotonou. C'est donc de là qu'est né le PAPC que 6 bailleurs accompagnent. Je rappelle, il s'agit de la Banque mondiale, de la Banque européenne d'investissement, de la BOAD, de la BAD, la Banque africaine de développement. Nous avons l'Agence française de développement, nous avons la Banque islamique de développement qui accompagne ce programme. Le Bénin, le budget national aussi, accompagne le programme à hauteur globalement de 264 milliards. Le projet est-il constitué de combien de lots, combien de phases? Aujourd'hui, nous avons, compte tenu de la consistance du projet, du programme, nous avons 10 lots, grosso modo. Nous avons 3 lots déjà démarrés qui se trouvent aujourd'hui à peu près à 20% d'avancement pour un taux de consommation de délai qui est aussi autour de 22%. Malgré la saison des pluies qui a démarré, les équipes sur place, les équipes sur le terrain continuent d'avancer. Et avec l'accalmie qui va s'observer dans les prochaines semaines, ça va prendre de l'intensité et nous allons commencer progressivement par libérer les quartiers de cette question d'inondation à Cotonou. Alors, quand on parle d'inondation, est-ce que cela signifie l'absence systématique donc, des eaux dans la rue ou il y a une nuance à faire? C'est une très bonne question. Effectivement, il y a une nuance à faire. Et il faudrait quand même qu'on explique à la population pour dire que on va faire une petite comparaison. Lorsque il y a eu plus ces derniers jours, j'ai reçu plusieurs images, par exemple de la rue qui quitte Siné Concorde vers Blanganda au niveau d'Akpapa. C'est une rue qui a été fraîchement aménagée dans le cadre du projet asphaltage, qui est aussi un grand projet d'assainissement pluvial. Parce que vous avez vu qu'en dehors des voies, nous construisons des collecteurs. C'est des canivets aussi qui drainent les eaux. Et donc, à l'occasion de la pluie qui s'est abattue sur Cotonou, des pluies avec une forte intensité, de gros volumes d'eau se sont abattus sur Cotonou. Et j'ai reçu des images, nous avons reçu des images à la Sirate, comme quoi vous avez
aménager des rues tout de suite et nous avons de l'inondation. Mais au bout d'une heure, 31 heures, il n'y avait plus d'eau sur la chaussée. Ce qui signifie tout simplement qu'il faut faire vraiment la distinction, le distinguo entre de l'inondation, c'est-à-dire de l'eau qui stagne des jours et qui n'ont pas d'issue. Il faut distinguer ce phénomène du phénomène d'eau qui, pendant la pluie, l'eau qui stagne quelques minutes pour laisser place après à la chaussée pour que ça soit roulable. Il faut faire la distinction entre les deux. Donc, à la fin du programme d'assainissement pluvial de Cotonou, tous les quartiers de Cotonou seront assainis, c'est ce qui est prévu. J'ai venu de parler de 70% du territoire. Nous n'aurons plus ces phénomènes d'inondation tels que nous la vivons aujourd'hui. C'est ce que je peux promettre à travers ce projet. D'accord. À Cotonou, nous connaissons les points rouges en matière d'inondation. Est-ce que le programme en a tenu compte? Tout à fait. Tous les quartiers, je viens de parler de Verdecor où on a démarré. Quand vous allez derrière la CEB, allez-y actuellement et vous allez voir quel est l'état des lieux. Et revenez-y 18 mois plus tard. Nous avons prévu non seulement de faire un bassin de rétention dans cette zone, mais aussi nous avons prévu d'aménager toutes les rues dans l'environnement immédiat de ces bassins de rétention, de ces collecteurs, de manière à améliorer de la construction, des collecteurs et tout. Il y a l'aménagement de rues. Au niveau du projet, nous avons, en dehors de ces 46 km de collecteurs, nous avons environ une cinquantaine de kilomètres de voies à aménager. De quoi reverser, en plus du projet asphaltage qui a fait 70 km à Cotonou, nous amenons à travers ce PAPC environ 50 km de voirie pour continuer, amplifier les résultats que nous avons eus à travers la première phase du projet asphaltage. Alors, le PAPC, quelle différence avec le projet asphaltage justement? Il n'y a pas une très grande différence. En réalité, c'est une question de vocable. Asphaltage, c'est des rues, c'est des ouvrages d'assainissement, les caniveaux que nous avons connus. PAPC, c'est aussi des rues et des collecteurs. La nuance, la différence à faire entre les deux projets, c'est tout simplement l'ampleur d'ouvrages d'assainissement quand on parle du PAPC comparé à asphaltage. Sur asphaltage, nous n'avons pas de très grands collecteurs comparé à PAPC qui a des très grands collecteurs dont la vocation, c'est de l'assainissement pluvial. Même si dedans, nous avons aussi de la voirie, nous avons de grands ouvrages de rétention d'eau que nous construisons à travers le PAPC. Les inondations, ce n'est pas que Cotonou qui se retrouve sous l'eau. Il y a bien d'autres communes qui subissent les affres donc, de ce phénomène. Est-ce que le PAPC est extensif? Vous savez, l'ambition du gouvernement, c'est de réaliser le développement équilibré de tout le territoire national. Cotonou, ce n'est qu'une première phase, la toute première phase d'un vaste programme qui concerne tous les chefs-lieux de département de notre pays. Nous venons de parler de PAPC qui fait 264 milliards de francs CFA, c'est tout Cotonou. Nous avons un programme que nous avons appelé Programme d'assainissement pluvial des villes secondaires. Sa première phase qui va démarrer en travaux d'ici le mois d'octobre 2022 de cette année. Ce PAPVS phase 1 concerne 8 villes que je voudrais citer. Nous avons la ville de Parakou, de Natitengu, d'Abomey, de Boycon, de Semekodi, de Porte-Novo, d'Abomey-Calavi et de Ouida. Ces 8 villes sont les 8 villes de la première phase. C'est 273 milliards de travaux d'investissement qui sont consacrés pour résoudre le problème d'inondation dans ces villes. Et il n'y en a pas que ça. Il y a une deuxième phase. Le chef de l'État a demandé de rapidement mettre sur pied la deuxième phase qui va concerner les 7 autres chefs-lieux de département de notre pays. Nous avons Alada, Aplahoué, Pobé, Lokossa, nous avons Dassazomé. Tous ces chefs-lieux de département sont concernés. Le projet, ce n'est plus une vue d'esprit. Le financement est déjà bouclé. C'est la Banque mondiale qui finance ce projet, ce programme, donc la phase 2 du PAPVS. Et les études sont déjà en cours. D'ici l'année prochaine, en 2023, vous allez voir de façon concrète que dans tous les chefs-lieux de département de notre pays, nous aurons des travaux de partout. La phase
1 du PAPVS, c'est 273 milliards, je le disais tout à l'heure. La phase 2, c'est autour de 150 milliards. Et donc, vous voyez, mis bout à bout, si vous comparez ce que nous avons fait pendant le premier quinquennat, à savoir le projet asphaltage, dont l'investissement tourne autour de 250 milliards, voire 300, vous voyez que cette fois-ci, nous faisons 3 à 4 fois plus en termes de projets d'assainissement. Cela déjà nous permet d'imaginer quelle sera l'image, le visage de nos villes d'ici 2025. C'est juste en termes de comparaison, puisque aujourd'hui, nous voyons déjà les résultats du projet asphaltage, qui constitue aujourd'hui un projet phare, le phare des projets, qui aujourd'hui transforme littéralement le visage de nos villes, qui redynamise l'économie de ces localités, parce que vous avez vu, c'est des projets d'aménagement qui n'ont pas juste vocation de construire des routes. C'est tout un aménagement autour. Vous avez vu les lampadaires, vous avez vu les arbres, vous avez vu tout ce qui se fait autour de nos rues qui rend la ville agréable à vivre. Vous avez fait le tour de quelques chantiers dans cette semaine. Globalement, quel est le taux d'exécution des travaux aujourd'hui? Je venais de dire tantôt, autour de 20% pour les 3 lots qui ont démarré. Sachant qu'en termes de taux de consommation de délai, parce que nous mesurons quel est le taux, le délai passé dans le délai global par rapport à l'avancement, ce qui nous permet de savoir est-ce que la fin des travaux augure de bonnes surprises. Donc aujourd'hui, quand on compare les deux, en termes de taux d'avancement physique, taux de consommation de délai, nous sommes vraiment en phase. Nous avons environ 22% de taux de consommation de délai pour environ 20% d'avancement physique, ce qui présage d'un chantier qui est en bonne marche. Et nous pensons qu'avec l'accalmie qui va s'observer, les travaux vont s'intensifier et nous allons mettre en chantier 4-5 autres lots très rapidement. Et donc le visage de Cotonou, ce sera encore, comme vous l'avez observé par le passé avec le projet asphaltage, nous aurons tous les quartiers en chantier. Bien évidemment, ça soulève une autre problématique, une autre préoccupation, c'est la gestion de la circulation des riverains, de la population pendant les travaux. Et là-dessus, nous travaillons, tout est prévu, tout est mis en œuvre pour que et les chantiers et la population, tout le monde cohabite pour que l'activité se déroule très correctement. À Cotonou, on manque de verdure, les places de repos et tout. Est-ce que le programme a prévu tout ça? Très bien. Et nous avons pensé à ça. Et à travers les aménagements qui sont prévus, on vient de parler de bassins de rétention. Nous n'allons pas juste creuser un trou et que l'eau rentre dedans. Autour de ces bassins de rétention qui sont des plans d'eau, dans d'autres pays on le voit, les plans d'eau sont des richesses qui sont valorisées pour permettre de se ressourcer, de trouver un lieu de promenade très agréable. Nous avons pensé à ça et autour de ces bassins de rétention, nous aurons des pistes aménagées, verdoyants, pour permettre aux Cotonois de sortir, d'avoir des lieux de promenade les week-ends avec la famille, à vélo, pour circuler de façon très agréable. Alors, est-ce qu'avec le PAPC, vous rassurez les Cotonois qu'au thème des travaux, c'est la fin du problème d'inondation à Cotonou? Je pense que les Cotonois doivent être aujourd'hui, ne sont plus incrédules par rapport à ce que le gouvernement promet comme projet. Je me rappelle encore, lorsque nous avons commencé par diffuser les maquettes du projet asphaltage, on disait que c'était des maquettes, on ne va jamais pouvoir voir ça de nos jours, mais 3 ans après, nous avons vu que les maquettes sont devenues réalité. Encore une fois, nous avons le programme d'assainissement pluvial de Cotonou. Nous avons diffusé des maquettes. Ces maquettes, bien sûr, deviendront réalité. Et donc, rendez-vous dans 3 ans et nous allons en parler.
En tout cas, les populations attendent impatiemment la fin des travaux pour tirer leurs propres conclusions. Merci à vous, Monsieur François Agomadjer, donc directeur des opérations de la CIRAD, Société des infrastructures routières et de l'aménagement du territoire. Bon dimanche à vous. Merci. Bon dimanche à vous aussi. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, en attendant donc la fin des travaux du programme d'assainissement pluvial de Cotonou qui a pour ambition de mettre fin au problème d'inondation à Cotonou, nous allons évoquer un autre sujet à présent. Béranger Gomez vient nous parler de la formation aux métiers artisanaux. On va l'installer après ceci. Le Fonds d'appui catalytique et de solidarité FACS lance l'appel à champions pour l'accompagnement des champions de demain. Vous êtes porteur d'un projet à fort potentiel? Postulez dès maintenant au www.cci.bj. Le Fonds d'appui catalytique et de solidarité, une initiative de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin et de la Caisse des dépôts et consignations du Bénin. Chers clients, partenaires et abonnés du groupe de presse Fraternité, pour toute commande et information relative à nos produits et prestations à Fraternité FM, Fraternité, Canal 3 Télévision, appelez les numéros suivants aux heures et aux jours ouvrés. 95 74 29 23, 95 74 29 25, 97 77 33 02, 96 61 13 30, 69 17 99 99, 69 23 55 55, 61 62 12 02, WhatsApp. Email canal3benin@yahoo.com, info@canal3télévision.com, fraternitéfm@yahoo.com, fraternews@yahoo.com. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3télévision.com, vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3télévision.com, vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. La place de la formation et de la professionnalisation dans le secteur de l'artisanat pour le développement du Bénin, c'est notre deuxième sujet de discussion avec un promoteur de centre de formation qui vient de nous rejoindre sur le plateau du grand format. Monsieur Béranger Gomez, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors pourquoi est-il nécessaire pour un artisan de se professionnaliser? Alors, la professionnalisation d'un artisan réside dans le fait que si nous voulons participer au concert du développement de nos nations dans un contexte où la science, la technologie, le numérique passent du temps à évoluer, il est normal que les acteurs fondamentaux du développement, à savoir les artisans, puissent se professionnaliser. Alors, quels sont aujourd'hui donc les métiers porteurs d'avenir selon vous?
Beaucoup de métiers sont porteurs d'avenir, hein. Même les 175 métiers reconnus par la CEDEAO sont tous porteurs d'avenir. Quand vous prenez le maçon, quand vous prenez le mécanicien, l'électricien, le couturier, le coiffeur, le tailleur, le cordonnier, tout ce monde-là, tous ces métiers sont des métiers d'avenir. Parce que quoi qu'on dise, écoutons, vous ne pouvez pas être chef d'entreprise ou un individu quelconque quitter votre maison, par exemple, sans vous habiller, sans vous chausser, sans vous coiffer. Et tout ça, c'est rempli par des artisans qui exercent ces métiers. Et donc, la professionnalisation, la formation professionnelle ne distingue pas de métiers d'avenir en principe, parce que tous les métiers sont devenus aujourd'hui dynamiques et il faut pouvoir s'adapter à l'évolution du temps dans l'espace avec la technologie et le numérique. Alors, quel est le mode de formation le plus adapté aux besoins de la jeunesse aujourd'hui? C'est la formation professionnelle. Je précise que la formation professionnelle est un processus à travers lequel tout individu acquiert un savoir-faire et un savoir-être pour l'exercice d'un métier. Donc, si vous souhaitez être artisan, il faut aller à l'école de la formation. Et quelle formation? La formation professionnelle. Alors, quel regard portez-vous sur les formations dispensées aujourd'hui dans nos collèges et universités? Les formations dispensées dans nos collèges et universités sont des formations qui sont d'actualité, mais qui ont besoin maintenant de s'adapter au contexte de notre pays. Vous savez, j'ai l'habitude de dire que quand vous avez un enfant qui va à l'école, arrivé au collège, il n'arrive pas à avoir le BPC, il n'a pas le bac. Et les parents commencent par avoir des soucis, se disent, merde, mon enfant, il est derrière, il n'arrive pas. Non, on ne doit pas avoir ce souci-là. Bien au contraire, on doit être heureux et se rendre compte qu'en fait, il s'agit d'une mauvaise orientation. On n'a pas compris car en tout homme, Dieu a mis un talent qu'il suffit de déceler, de motiver, de fouetter afin que celui-là puisse retrouver son chemin pour s'épanouir. Donc celui qui n'est pas arrivé à avoir un diplôme n'est pas forcément un taré. Il peut faire beaucoup d'autres choses et dévancer même celui qui a eu le BPC, le bac. De la même façon, quand nous prenons les universités, il y a énormément de filières de formation à l'université. Mais là, faisons attention. À l'université, nous parlons aussi des formations professionnelles, mais comment cela se passe-t-il? Est-ce que ces formations permettent à l'étudiant de toucher concrètement du doigt ce qu'on lui a promis comme formation professionnelle? Le monde de l'artisanat, le monde de la profession, aujourd'hui, n'a plus besoin des grands théoriciens. Les grands théoriciens sont utiles. Je dirais où est-ce qu'ils sont utiles tout à l'heure, mais aujourd'hui, on a besoin des gens capables d'exercer, de toucher, de pratiquer, de donner des résultats probants. Et donc, il faut que dans nos universités, désormais, nous puissions former les étudiants de façon à ce qu'ils aient la fierté de produire quelque chose de concret, de se faire confiance, d'être utile à leur environnement, à leur nation, d'être utile pour tous ceux qui souhaitent avoir une compétence qui dépend de leur filière. Et donc, voilà quelques améliorations qu'on pourrait apporter aux filières de formation existantes. Et il faut retenir aussi que lorsqu'on fait l'université et qu'on obtient les diplômes, la licence, le master, le doctorat, il ne s'agit pas en principe de courir et de demander, d'écrire des jalonneurs. Non! Qu'est-ce que tu sais faire? Dans quel environnement tu peux mettre en valeur ce que tu sais faire? Si tu ne sais pas faire quelque chose de concret, il n'y a pas de honte à replier, à retourner à l'école du métier pour se dire, j'ai maintenant les connaissances académiques théoriques nécessaires, je vais maintenant me faire la main pratique et maintenant conjuguer les deux pour être encore plus fort et se lever pour servir mon pays. Quand nous, après l'université, nous cherchons de l'emploi, mais si tout le monde doit chercher l'emploi, qui va créer l'emploi? C'est là la question aussi. Tout le monde ne peut pas non plus entreprendre. Tout le monde ne peut pas entreprendre non plus. Et donc, à partir de ce moment, il faut être vraiment compétent. Il faut être vraiment un professionnel avéré parce que même lorsque vous maîtrisez bien votre boulot, si vous êtes dans un trou, on viendra vous chercher. Alors, quels sont les problèmes aujourd'hui auxquels est confronté le secteur de l'artisanat?
Voilà, ça c'est une question très intéressante. Vous savez, nous, à TCI Bénin, ça fait quand même 10 ans que nous existons et nous avons pu identifier certains problèmes auxquels le monde artisanal est confronté. Et nous les avons résumés sur le vocable de projets réalisables et de défis à relever. Premier problème, l'artisan face à la technologie et au numérique. Pourquoi, comment et quelle orientation donner pour que les artisans béninois et africains puissent désormais utiliser la technologie et le numérique à bon escient pour augmenter l'efficacité du travail, pour augmenter le rendement, pour augmenter leur portefeuille client et pour renforcer leurs capacités. Ensuite, nous nous sommes dit, mais il nous arrive de suivre les Oscars des musiciens, les prix Nobel, tout ça. Mais dans notre pays, le Bénin, nous n'avons jamais suivi, par exemple, les Oscars des mécaniciens, les Oscars des soudeurs, les Oscars des hauts couturiers, les Oscars des plombiers, les Oscars des vulcanisateurs. Mais non, ce n'est pas possible. Il faut que nous puissions révéler maintenant les artisans. Il faut qu'on arrive à les mettre en compétition. Donc, un autre problème, c'est pouvoir mettre les artisans en compétition pour leur permettre de mieux réfléchir chaque fois, de chercher à innover, de chercher à créer pour le développement du Bénin et de l'Afrique. Ensuite, nous avons pu nous rendre compte pendant ces 10 ans d'existence de TCI Bénin qu'en réalité, tous les artisans ne connaissent pas leurs institutions. Alors, quand un artisan a un problème ou une préoccupation, à qui s'adresser de façon efficace pour obtenir le résultat dans un délai raisonnable. Ça aussi, c'est un problème à régler de façon fondamentale. D'accord. Le gouvernement, à travers le projet H, Assurance pour le renforcement du capital humain, offre des formations professionnelles aux artisans. Comment appréciez-vous l'initiative? Mais je voudrais remercier vivement et très sincèrement le gouvernement à travers le volet formation de l'assurance pour le renforcement du capital humain H. C'est un travail extraordinaire que le gouvernement fait. Le gouvernement d'abord, et il faut remercier notre gouvernement parce qu'ils ont d'abord fait un état des lieux. Ils ont fait un état des lieux, ils ont relevé les préoccupations, ils ont fait des analyses, ils ont amené des experts. Les experts sont venus contrôler un certain nombre de compartiments des métiers, un certain nombre de systèmes d'organisation. Et aujourd'hui, ils sont rentrés dans une phase opérationnelle où ils sont en train de renforcer les capacités au niveau des artisans et on est en train de les former. Pourquoi? Parce que le Bénin est en chantier et dans un pays dit en voie de développement où tout le pays est en chantier, on ne peut quand même pas comprendre qu'il y a autant de chômeurs. S'il y en a beaucoup, c'est parce qu'on n'a pas pu s'orienter ou alors c'est parce qu'on a appris. Le mécanicien d'il y a 10 ans n'est plus le mécanicien d'aujourd'hui et ne sera pas le mécanicien de demain. Donc, la veille permanente autour du renforcement des capacités que fait actuellement le gouvernement est une très bonne initiative et nous prions Dieu, nous prions les artisans de bien vouloir les accompagner et de se mettre sous leur coupole afin que nous puissions aboutir à des résultats concrets. D'accord. Au Bénin, les artisans représentent le second corps social le plus important, vous le savez très bien. Mais quelle est la place du secteur dans l'économie nationale? Le secteur de l'artisanat a une place prépondérante parce que quand vous regardez l'économie nationale et que vous prenez les artisans, si tous les artisans béninois avaient eu la possibilité ou avaient fait du sérieux en formalisant leurs entreprises et en payant normalement toutes les taxes et les droits, les impôts, tout ça, on sentirait l'effet beaucoup plus crucial des artisans dans la fourchette économique. Ils occupent une très grande place parce qu'il y a énormément de métiers et ce sont ces métiers qui apportent de la plus-value. Regardez l'agriculture, regardez l'élevage, regardez le tourisme. Tout ça, c'est des domaines de l'artisanat. L'énergie, c'est de l'artisanat et ces domaines apportent beaucoup de plus-value à l'économie nationale et je crois que c'est un domaine qu'il faut vraiment entretenir. D'accord. Dans 2 semaines, c'est l'élection des membres de l'Assemblée consulaire de la Chambre des métiers des artisans donc, du Bénin. Comment suivez-vous ce processus? Alors, nous suivons avec beaucoup d'attention, mais aussi de méfiance. Et nous espérons qu'enfin, le Bénin pourra avoir une chambre des métiers stable avec des artisans désormais disponibles pour l'intérêt national que pour l'intérêt particulier ou
individuelle. Et nous prions pour que cette chambre puisse enfin prendre service pour que beaucoup d'orientations, toutes les orientations actuellement données par le gouvernement puissent porter leurs fruits. Alors, quels vont être les défis donc, de cette première mandature de l'Assemblée consulaire selon vous? J'estime que le premier défi, c'est de pouvoir rassembler les artisans autour des mêmes idéaux, des idéaux communs. Le second défi, c'est de pouvoir montrer à l'État que les artisans béninois constituent une ressource importante pour le développement et qu'ils sont prêts à œuvrer pour que le Bénin enfin sorte de l'ornière. Merci à vous, M. Béranger Gomez, promoteur de centre de formation aux métiers artisanaux. Bonne journée à vous. Merci, bonne journée à tous les téléspectateurs et bon dimanche à tous. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, voici la revue de presse hebdomadaire. Réalisation Nassis Alosser. Bonjour à toutes et à tous. Le terrorisme a encore fait des victimes cette semaine au Bénin. 2 au total et dans le rang des forces nationales de défense et de sécurité, précisent les journaux. Selon mes confrères, 2 corps sans vie ont été retrouvés mardi dans le nord Bénin. Des corps de soldats tombés dans une embuscade. Et même si les auteurs de cette embuscade ne sont pas encore connus, la piste des djihadistes est la plus explorée, croient savoir les journaux. Les terroristes sans pitié, la saignée s'accentue, affiche en gros titre le quotidien Fraternité dans sa livraison de mercredi. Le journal s'intéresse surtout aux causes du risque d'une pénétration plus en profondeur sur le territoire national et pense qu'il est inutile donc de se voiler la face. Le terrorisme rampant met tout en œuvre pour étendre ses tentacules et devant le manque d'infrastructures socio-communautaires, le désœuvrement des jeunes prêts à tout pour l'argent, la partie s'annonce difficile pour l'armée béninoise, prévient Fraternité. 72 heures plus tard, les journaux nous apprennent que les forces de défense et de sécurité ont repoussé des terroristes à Porga. Terrorisme, pointe Nord-Sud quotidien dans sa parution de vendredi. Un groupe repoussé à Porga. Une nouvelle beaucoup plus gaie maintenant pour les populations. Il s'agit du raccordement au réseau conventionnel de la Société béninoise d'énergie électrique dont les frais passent officiellement de 85 000 à 10 000 francs CFA. La décision vient du gouvernement et à en croire le porte-parole dont les propos sont rapportés par les journaux, la politique prévoit que l'accès aux maisons sera gratuit, donc à 0 francs. Vous aurez seulement à payer les frais de contrôle des installations intérieures, a laissé entendre Wilfried Léandre Humbedji. Du coup, l'énergie est à moindre coût pour tous. Titre Fraternité qui relate que sans embâge, l'électrification est à juste titre considérée comme le produit le plus évocateur du social au Bénin. Et derrière, les critères d'éligibilité à cette mesure spéciale sont dressés dans les colonnes du quotidien Le Matinal dans sa parution de vendredi. Pour le journal Soleil Levant, c'est du hautement social avec Patrice Talon et le journal Croit Savoir que les populations jubilent déjà. Le journal Bénin Intelligent lui semble connaître l'investissement de l'État autour de cette mesure. C'est du social qui coûtera 107 milliards de francs CFA à l'État, précise le Canard. Le quotidien Matin Libre, lui, jette un autre regard sur cette mesure. Mon confrère estime que le gouvernement ne parviendra pas à faire installer effectivement 10 000 francs CFA les compteurs sans que les agents indélicats ne rançonnent les populations. Du coup, l'autre challenge pour Patrice Talon sera d'agir sur le coût de la consommation du kilowattheure afin qu'il soit accessible pour tous. Toujours dans l'actualité cette semaine, l'établissement des anciennes cartes nationales d'identité qui est désormais proscrit. L'information a fait la 2 de 1 du quotidien La Nation qui souligne que seules les cartes biométriques ont droit de citer. Le quotidien Fraternité écrit dans ses colonnes les raisons qui justifient cette décision du gouvernement. Il s'agit, à en croire le journal, du fait que les anciennes cartes nationales d'identité ne sont plus conformes aux standards internationaux et de l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP qui, dans un délai d'une semaine, s'évertue à prendre les dispositions appropriées pour assurer avec efficacité et diligence ce service de l'identité nationale conformément au décret numéro 2020-396 du 29 juillet 2020 définissant les modalités de mise en vigueur de la carte biométrique au Bénin. Sur ces raisons, le quotidien Matin Libre estime que le vrai problème, ce n'est pas le délai d'une semaine annoncé par le gouvernement
pour l'établissement de cette pièce, mais le coût que cela nécessite. Le journal croit savoir que toute dépense faite, la carte d'identité biométrique coûte 2 fois plus cher que la carte dont la délivrance vient d'être suspendue. Pour s'en convaincre, insiste mon confrère, il faut évaluer les frais de l'acte sécurisé, du CIP, de la carte biométrique. Quand on sait que beaucoup de Béninois, surtout en milieu rural, n'ont pu se faire établir l'ancienne carte, quand bien même ça tournait autour de 5 000 francs CFA, qu'en serait-il pour la nouvelle carte qui coûte les yeux de la tête, s'interroge Matin Libre. En tout cas, proclamer l'entrée en vigueur de la carte biométrique est une chose, mais veiller que cela soit accessible à toutes les bourses en est une autre. En politique, le quotidien matinal constate l'absence du chef de file de l'opposition dans les débats. Selon le journal, Paul Humpé a complètement disparu des radars depuis quelque temps. Une absence qui, en croire mon confrère, donne lieu à une flopée de questionnements à quelques mois des prochaines législatives où l'heure est à la mobilisation des troupes au niveau des différentes chapelles politiques. Du coup, où est passé Paul Humpé, s'interroge le matinal. Censé coordonner la troupe des anti-talents, l'ancien ministre de Boni Yayi est totalement invisible, laissant le champ libre au nouveau leader qui essaie de s'afficher en voix dissonante au pouvoir. Le canard d'Akpakpa lui reste dans sa posture interrogatoire et se demande si cette absence de Paul Humpé sur la scène politique est une stratégie politique ou une résignation. Et parlant des législatives 2023, l'autre quotidien estime qu'elles marqueront un tournant important dans la vie du Parlement du Bénin, puisque des changements notables seront introduits dans le fonctionnement de l'institution. Les réformes opérées par le législateur en 2019 seront ainsi mises en œuvre, rappelle le journal, qui met l'accent sur 4 choses essentielles. Une législature courte de 3 ans, un mandat de 5 ans renouvelable 2 fois, 109 députés au lieu de 83 et 24 sièges réservés aux femmes. Au-delà des frontières béninoises, les journaux offrent une partie de leur colonne cette semaine au retour de Blaise Compaoré au Burkina Faso. L'ancien chef d'État est rentré au pays pour participer au dialogue politique en vue de la réconciliation de tous les acteurs politiques au pays des hommes intègres, informent les journaux. Burkina Faso, Blaise Compaoré de retour, titre Nord-Sud quotidien. L'homme rentre après 8 ans d'exil en Côte d'Ivoire alors qu'il fait l'objet d'une procédure judiciaire qui l'a condamné à la prison à perpétuité pour assassinat de Thomas Sankara. Au Botswana, en revanche, il est question d'élection présidentielle avec les velléités du président sortant de briguer un 3e mandat. Un projet auquel la société civile s'oppose déjà, informe le quotidien Matin Libre. Afrique, Botswana, des acteurs de la société civile disent non au 3e mandat, écrit le journal en haut de une dans sa parution de vendredi. Avant de mettre un terme à ce tour d'horizon de l'actualité, une solution alternative pour faire face à l'augmentation du prix de vente du gaz domestique. Il s'agit, en croire le quotidien Fraternité, du biodigesteur, un outil qui permet de transformer les déchets en gaz naturel appelé biogaz. Le journal nous emmène sur un site de production de ce gaz et nous montre qu'à l'intérieur comme à l'extérieur des plantations de produits vivriers, les résidus issus de la digestion des déchets à l'intérieur du dôme servent d'engrais à ces plants. À partir de ceci, conclut Fraternité, la population béninoise peut désormais fabriquer son propre gaz. Et c'est l'essentiel à retenir cette semaine de l'actualité, vue et commentée par les journaux. Merci de m'avoir suivi et à la semaine prochaine. Le décor est bien planté par Nassis Alossé à travers sa revue de presse hebdomadaire. Claude Alofa, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de publication du quotidien L'Informateur. Merci d'être au rendez-vous. Merci. Pendant que les anciens présidents Goodluck Jonathan et Mamadou Issifou s'occupent du retour de la paix respectivement au Mali et au Burkina Faso, Boni Yayi est désigné médiateur de la CEDEAO pour la Guinée-Conakry. Quelle analyse cette désignation vous a-t-elle inspiré? Je voudrais commencer par dire que c'est une valeur béninoise qui est promue à l'international et c'est normal, hein, c'est compréhensible que le président Boni Yayi soit proposé et soit donc retenu pour aider
à maintenir la paix, à faire revenir la paix en Guinée. Ce n'est pas seulement l'homme, mais c'est aussi le Bénin qui est honoré et qui a montré de par le passé jusqu'à maintenant les voies et moyens pour pouvoir maintenir la paix lorsque il y a des problèmes entre les acteurs politiques. Alors pour vous, la tâche sera-t-elle facile pour Boni Yayi? Oui, on peut déjà commencer par le dire que sur le terrain, sa nomination a été accueillie à bras ouverts. Les trois mouvements, les trois tendances difficiles dans le pays ont accepté et ont même renoncé à certaines propositions. Ils avaient déjà un plan de marche pour réclamer, mais maintenant, avec la nomination de Boni Yayi, ils ont souhaité arrêter, attendre qu'il commence ses activités afin de pouvoir savoir quelle démarche. Mais cela veut dire que déjà, sa nomination est une solution. Déjà une solution d'avance. Il reste à ce que son travail sur le terrain puisse conduire vraiment à aider à ce que aussi bien ceux qui sont au pouvoir que la société civile et les autres acteurs politiques puissent s'entendre pour le bien-être de la population guinéenne. Tout à fait. Boni Yayi est par ailleurs président d'honneur du parti Les Démocrates, le parti d'opposition qui se prépare pour les prochaines élections. Est-ce que la désignation de Boni Yayi peut influencer sa posture à l'interne? Forcément, ça fait quelque chose de plus, ça fait du travail de plus, ça l'honore, c'est vrai, ça honore le Bénin, mais en plus de cela, c'est que cela le met dans une situation où il est quand même, vous ne pouvez pas vouloir la paix chez les autres et allumer le feu chez vous, et ça ne sera pas compréhensible. Et donc, que Boni Yayi soit à ce niveau-là, oui, c'est une promotion, mais c'est aussi un avantage pour le Bénin parce que ce qu'il propose là-bas aux acteurs, il est obligé de mettre ça en pratique ici, à commencer par son propre parti politique, où il joue un grand rôle, où il est écouté. Et donc, nous pouvons déjà commencer par dire que pour les prochaines élections au Bénin, le parti Les Démocrates aura une posture différente de celle que nous avons peut-être connue jusque-là, une posture qui sera quand même utile pour la paix dans notre pays. Et l'autre bonne nouvelle, c'est la libération des deux cadres donc du parti Les Démocrates. Est-ce qu'on peut faire le lien avec la dernière rencontre entre Boni Yayi et Patrice Talon? Oui, je crois qu'il y a beaucoup de liens à faire. D'abord, la mise sur pied du cadre, la proposition par le chef de l'État d'un cadre où les anciens présidents se retrouvent et lui-même là-dedans. Et tout cela fait partie donc des résultats. Nous pouvons dire que les chefs d'État se rencontrent, que l'actuel rencontre les anciens, il y a toujours quelque chose qui en sort de manière bénéfique. Et c'est pour le bonheur du peuple béninois. Pour moi, on ne peut qu'espérer. Espérer qu'à chaque fois, il y ait de telles rencontres et qu'il y ait des propositions et que ces propositions aussi aient une bonne écoute chez le chef de l'État qui a déjà démontré sa volonté de pouvoir écouter tous ceux-là qui veulent parler, tous ceux qui ont des propositions pour que le Bénin avance. Et cette déclaration du ministre de la Justice sur l'émission spéciale, donc le gouvernement en action, c'est Séverin Kelong qui pense qu'il n'y a pas de prisonniers politiques au Bénin. Quelle est votre opinion sur la question? C'est son rôle de pouvoir dire quels sont les types de prisonniers que nous avons en République du Bénin. Et donc, s'il le dit, je crois que nous aurons le temps de voir s'il n'y a pas de fausseté là-dedans. Je crois que la compréhension des notions et autres dépend généralement de ce que l'on veut. Alors, c'est normal que de sa position, c'est normal que la société civile veuille mettre la pression sur le gouvernement en donnant des titres particuliers à certains détenus afin que le gouvernement, ne voulant pas être fiché d'une certaine manière, puisse refuser et faire sortir certaines personnes. Mais je crois qu'en général, quand nous prenons les acteurs politiques béninois, ils sont libres de leurs activités, ils sont libres de leurs actions et ils parlent, on les écoute aussi. Et donc, nous pouvons, en tenant compte de cela, dire que nous n'avons pas, et puis c'est le ministre de la Justice qui l'a affirmé, jusqu'à ce que l'opposition, nous avons une opposition dans le pays, et si elle pense autre chose, qu'elle le dise. Mais pour nous, je crois que le ministre, nous pouvons être en accord avec le ministre pour le moment. D'accord. Le ministre de la Justice qui annonce la construction de nouvelles prisons
au Bénin. Bonne ou mauvaise nouvelle? Oui, cela dépend. Les prisons pour désengorger les anciennes, afin que nos anciens prisonniers améliorent les conditions de détention. Oui, mais je crois que l'objectif n'est pas d'envoyer de nouvelles personnes là-bas, à moins que nous ayons des prisons vraiment modernes qui servent à éduquer en même temps aussi les prisonniers, qui permettent donc, pas pour punir, mais aussi pour éduquer. Si c'est dans ce cadre-là que nous avons de nouvelles prisons, et cela coûte excessivement cher, si c'était cela, tant mieux. Mais si c'est aussi pour pouvoir désengorger les anciennes, améliorer les conditions, tant mieux aussi. Et je crois que personne ne prie pour que ce soit des salles où on va encore envoyer des Béninois pour aller sur le... Donc ce n'est pas l'objectif. Alors, autre sujet avec vous très rapidement, oui. Claude Alofa. Les djihadistes ont encore frappé cette semaine avec de nouvelles victimes. Ça fait déjà des attaques de trop. Oui, je crois que ça devient vraiment de trop. C'était déjà de trop. On ne peut pas dire que c'est maintenant, que c'est tant qu'il y a un seul Béninois qui tombe, c'est déjà de trop. Et je crois que les forces républicaines, les forces de l'ordre sont en activité et les arrêtent. Je crois, c'est vrai, 2, c'est beaucoup, mais on peut dire qu'ils ont de moins en moins de marge de manœuvre, ces djihadistes au Bénin. Et de plus en plus, je crois que nous n'aurons plus de tels cas. C'est notre souhait, et c'est notre souhait pas seulement pour le Bénin, mais pour l'Afrique de l'Ouest, pour tous les pays du monde. Il ne sert à rien de pouvoir manifester la colère en tuant son prochain. Il faut toujours avoir la possibilité de négocier. Il faut dire ce que l'on veut, mais quand nous avons affaire à des malfaiteurs qui juste tuent les forces de l'ordre et créent l'insécurité, volent les armes, je crois que toute la population doit pouvoir s'unir comme un seul homme contre de tels actes et empêcher qu'ils recrutent. Parce que c'est le plus gros problème. Ils ne fonctionnent qu'avec des recrues. Et il faut éviter que nos jeunes puissent tomber dans de tels panneaux. Ils n'ont pas d'argent à donner. La belle preuve, quand ils tuent, ils volent l'argent, ils volent les armes. Ça veut dire qu'ils n'ont même pas... Ils sont également dans le besoin. Dans le besoin de l'argent. Et donc, ils ne proposent à personne, venez, nous allons vous donner de l'argent. Les conditions actuelles permettent à chacun de pouvoir postuler à un poste, trouver du travail et nourrir sa famille. Il faut éviter que nous créions de l'insécurité et quelle que soit la situation de ce jeune-là, qu'il comprenne que le djihadisme, c'est se mettre hors la loi et se créer soi-même des problèmes. En Europe, on l'a constaté. Tous ceux qui ont essayé, tous ces jeunes qui se disaient les parias de la société et qui ont essayé, se sont retrouvés en difficulté et ont regretté l'acte. Je ne voudrais pas que cela arrive à des jeunes béninois et que ceux qui sont déjà avec eux et qui nous suivent régulièrement, que ceux-là commencent par trouver un moyen de s'en sortir et de revenir à la République. Il faut penser également à améliorer les conditions donc, de vie des jeunes, surtout ceux qui sont dans les zones frontalières. On connaît la situation dans laquelle ils vivent là. Oui, c'est vrai. Et je crois que l'État travaille à ce que nous vivions chacun à son niveau beaucoup mieux. Mais quelles que soient les conditions, et c'est important de le dire, c'est toujours mieux de vivre ces conditions dans la sécurité. Voyez-vous un peu, il n'y a pas un bonheur, quel que soit le milliard dont vous disposez, dans l'insécurité. Quand vous êtes dans l'insécurité, vous pouvez avoir le milliard, vous ne vivez pas. Alors que les conditions que tout le monde travaille à améliorer, que le gouvernement travaille à améliorer dans la sécurité sont vraiment meilleures. Et je crois que c'est la seule chose que nous pouvons espérer pour le Bénin, c'est la paix et la fin du djihadisme. Un dernier sujet avant de vous laisser partir, Claude Alofa, c'est cette information qui a fait la une de l'actualité cette semaine. Il s'agit de la saisie des biens de Sébastien Adjavon dans l'affaire fraude fiscale. C'est vrai que c'est une procédure judiciaire, mais diversement appréciée dans l'opinion publique. Oui, comme vous le savez, quand il s'agit de la justice, nous laissons la justice travailler. Et depuis un bon moment, je crois bien avant même l'arrivée du président Talon au pouvoir, le sieur Adjavon avait des problèmes. On parle de non-retour des TVA perçus. Et on a parlé des milliards. On a toujours parlé des milliards avec cet homme d'affaires-là. Et je crois, au moment où le président Boni Yayi était au pouvoir, il s'agissait aussi de saisie, de fermeture et tout le reste. Alors 169 milliards réclamés par le fisc béninois. La saisine
de ces biens-là. Je crois que c'est dans cet ordre d'idée que nous devons situer ce travail-là de la justice, si réellement l'homme d'affaires n'en a pas retourné l'argent perçu sur ce que le public achète à son niveau. Cela demande que l'État puisse réclamer maintenant. La justice a décidé que, étant donné que l'argent n'est pas retourné, étant donné qu'il n'est pas au pays, qu'on puisse saisir ces biens pour pouvoir compenser, ne serait-ce qu'une partie. Je crois que c'est dans cette logique-là qu'il faut regarder et il faut comprendre ce qui est dit. Alors, maintenant, toute autre interprétation revient à de la politique et pas de notre travail à nous. Tout à fait. Claude Alofa, directeur de publication du quotidien L'Informateur, merci pour ces analyses et excellente journée. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, notre dernier rendez-vous, c'est avec notre artiste de la semaine. Voici Espero LG dans Fifon. L'Enfouedo Kelly ne va jamais voir Espero LG. Bon réveil, bonne journée, famille. Fifon ayi nunde boy jami o me do sola gege kokusi. Ufo egbebo mo yende bo. No makano so chile pia. Fifon ayi nunde boy jami o me do sola gege kokusi. Ufo egbebo mo yende bo. No makano so chile pia. Now where me follow. Now where if I'm one. If I'm ganji cheke. Vilelo. If I'm donda si feto. If I'm ganji cheke. Asotelo. If I'm toko non profond. If I'm ganji cheke. Je passe les seins. Belle voix playa depuis Togo plage. Aïronou ma ou fowe o adonanti te boiba munde wasi. Dozo twewe na refifa wabo. Bonalu bono kanadu si. Aïroma beno fowe o adonanti te boiba munde wasi. Dozo twewe na refenu wabo. Bovina nubasi kanadu si. Fifo ayinunde boi jomi o me dozo la gege kokusi. Ufo ekbebo mo yende bo. No makano so chile pia. Fifo ayinunde boi jomi o me dozo la gege kokusi. Ufo ekbebo mo yende bo. No makano so chile pia. Na we mi fondo. Mi fo. Na we ifo bon. Ifo ganji cheke. Vilelo. Ifo. Donda si feto. Ifo ganji cheke. Asukelo. Ifo. Toko no profond. Ifo ganji cheke. Fonctionnel. Ifo. Lo nous ordole. Ifo ganji cheke. Maman dans ton patoulet. Ifo. Étudiant les ouais. Ifo ganji cheke. Avant mes villes. Ifo. Apprenti les. Ifo ganji cheke. Député les. Ifo. Tout grand pays ton lot. Ifo ganji cheke. Raffinoté les lots. Animateur radio télé. Ifo ganji cheke. Politicien les lots. Ifo. Johan Toto yé ton lait. Ifo ganji cheke. Pakolo les lots. Ifo. Kotona bobe parako. Ifo ganji cheke. La dada on s'attend. Ifo. Ouais boy mon gogo. Ifo ganji cheke. Dans la vie godome. Ifo. Benito Di. Ifo ganji cheke. À Fayon Simeon, établissement Dieu est grand. À Tcheke Yewi. Eh bien, mesdames et messieurs, vous l'avez constaté, Espero LG est notre artiste de la semaine. Il est sur le plateau de grand format de ce dimanche. Bonjour. Bonjour, chers journalistes, comment vous allez? Oui, ça va, en pleine forme? Oui, bon, on rend grâce, action de grâce. D'accord. Artiste, chanteur, évoluant dans un genre musical tradit moderne, vous avez commencé vos premiers pas en musique depuis 2016 et au-delà de la passion, la musique est un don du ciel pour vous. Pourquoi? Eh bien, vous savez, pour moi, tout provient du destin. Vous voyez? Et quand on parle du destin, c'est ce que Dieu a donné à quelqu'un. Vous voyez? Ce que Dieu a donné à quelqu'un. Et puis, pendant que moi j'étudiais, je ne savais pas que au fil des temps, je vais chanter. Je ne le savais pas. Mais c'est après les études que ça m'a pris comme ça. Et puis, comme les chansons, ça a commencé par venir. J'ai dit, bon, il faut que j'essaie pour voir ce que ça va donner. Et le tout premier, ça a marché. Et puis, je dis,
Bon, ça peut aller. Parce que comme j'ai fait sortir le tout premier morceau, ce que les gens font pendant des années avant de... Et puis ils ne trouvent pas de producteur ou bien ils ne trouvent pas un peu de sponsor. Les gens commençaient par me financer un peu. Ça va aller. Et quand on te pousse, tu dois y aller. Ça doit aller, d'accord. Oui. Alors, pourquoi avoir choisi un style tradi moderne? Déjà, quand on parle de tradi, c'est que c'est ce qui est de chez nous. Et on y ajoute un peu ce qui provient d'ailleurs. Donc ça fait tradi moderne. Je crois que c'est ce genre de musique que j'ai choisi pour mieux passer les messages à la population et puis ils vont mieux comprendre ce que je suis en train de dire. Alors, vous avez lancé votre tout premier album, on va dire en avril dernier, album constitué de 6 titres. Oui. Alors dites-nous, dans quelles conditions avez-vous préparé l'album? Bon, c'était compliqué pour vous? Tellement, si je me rappelle encore de ce moment, puisque j'avais pris des années pour le faire, puisque vous voyez, pour préparer un album, il faut de l'argent. C'est pas ce qu'on est en train de dire, il faut de l'argent. Et nous ne pouvons que remercier ceux-là, ces petits, les sponsors qui nous aiment et puis disent, ah petit, il faut prendre ça va aller. On t'encourage avec de l'argent, on sponsorise un peu. Je crois que ça la donne envie. Et c'est ça là qui nous facilite un peu la tâche. Sinon, je vous dis, et si je veux me mettre à commencer par énumérer les étapes par étape maintenant, vraiment, je vous dis, c'est très difficile. Et je profite encore pour dire merci à ceux-là qui m'ont accompagné. D'accord. Alors, le titre phare donc, de cet album, c'est Kagessinou. Le titre phare, c'est Kagessinou. On va suivre un extrait donc, du morceau et on revient pour la suite de l'entretien. Ok, merci. Njolo membondo sekado emanuse mwe sekbona mendeza bidjoe aloro maukano zedo mentate agbanya manato mende koko kanton kaka lore bobo dodo kapton melo le zambo sono titingi do atante manaze wewu temi kado etemi kain boada lagbe Mporo gali numboro koiwe chobo keno bujo tero niwe alogol metola yekbe bodo bede bosse wadam nibo kai tobo sie waje tomu kolu romia tokwanu bebodo bede toto salvo mau tore kweton bodo devame Elise vodunu karo bede yeseba banja ektojile ekpoda fututupo dokame wato supo chobo medo pokano beledo tawe bomimwa atagri na dei mu chobo sebebo jodola boate alonu semedo kado jimenu ndena suo Zambo sono titingi do atante manaze wewu temi kado etemi kain boada lagbe mporo gali numboro koiwe chobo keno bujo tero niwe alogol metola yekbe bodo bede bosse wadam nibo kai tobo sie waje tomu kolu Romia tokwanu bebodo bede toto salvo mau tore kweton bodo devame Elise vodunu karo bede yeseba banja ektojile ekpoda fututupo dokame wato supo chobo medo pokano beledo tawe bomimwa atagri na dei mu chobo sebebo jodola boate alonu semedo kado jimenu ndena suo kemanodon Minoro bodo we ndonyeni ku Bora zegbomi ndonyeni ku Aloro maukano zedo mentate Agbanya manaton bende koko kanton kaka Lore bobo dodo kapton melo le zambo sono titingi Do atante manaze wewu
Temikado, Temika in Boada, Lagbe. Mporo, Galinuboro, Koywe Chobo, Kedo Bujo Tero, Liniwe. Alogon Metola Yekbe Bodo, Bede, Bosewa Damibo, Kai, Tobon, Siewaje, Tomokolo. Romeo Tokwano, Bebodo, Bede Toto, Salvo, Mount Tode, Queton Bodo, Devame, Elise, Vodunu Karo, Bede, Yeseba, Banja, Ectodile. Alors, Kagessinou n'est pas encore prêt, donc de l'autre côté de la régie. Oui. Alors, de quoi parle la chanson? Et d'abord, quand on dit Kagessinou, c'est un titre enfant. Ka, ça veut dire la calebasse. Et puis, quand on dit Sinla, ça veut dire de l'eau. Donc, quand on dit Kagessinou, on dit la calebasse qui est en face de l'eau. Vous voyez? Donc, on dit la calebasse qui est en face de l'eau. C'est, je dirais, un adage, puisqu'on dit c'est celui qui est venu dans la vie, qui subit les difficultés de la vie. C'est ce que ça veut dire. S'il y a une calebasse qui est par terre, sans l'eau, c'est que ça ne peut pas aller comme ça. D'accord, on va suivre très rapidement de morceaux en revue. Ok. The one à la position number 1. Un boss n'est jamais petit, Mauto c'est au fort. Merci tonton. Nkae Jesse nko etoka no so ate. Nundeka wato hano vile. Edo ko to me humonjo. Boy nondo mbunu kwe. Lodo nuwe ana hilo da belinu. Kwe manda lodo poti no vi. Toso we iyo tona leko ame. Nucho edo wenu. Ana ido da belinu kegbe manda lodu nyanyandele we elade ukundagbe jakana masena no yoto enu kegbe ko e toka no sayiro ndeka to ando vile edo ko to me umonjo maina no umono kwe Elise Foutunou le grand constratier PDG Jesudo Papi Yedona do jando pe mi on weke me asi ebede me ne otoma se utowe no wa finu yi me de tonda vase nja hunu aso kuzua wa minise ndeto lile ndia ni ko to na fori mi no pombo akebeda amakai hunu baba wetina no yala mo kudo ya chon enya c'est maladie ya zo ama ya chon ya wato ajakun fifa me ade atuna jojo tin empêcher de dossier FIFA me awe hu konde na wa bia soso me anatu akrobe se do to si sa me awe hu tunda kono beze ma jesi zume kon enanyo edoji sinde bo peje ufeme we milo igbe to koncho me do na ndagbe afonbodo kanto e Alors, Kagessinou, c'est pour nous expliquer un peu les difficultés de la vie. C'est tout simplement ça. C'est tout simplement ça, puisque celui qui est né, c'est celui qui est en vie, ou bien celui qui est venu dans ce monde qui doit normalement subir. Est-ce que votre difficulté expérience vous a inspiré Je vous le dis oui, parce que moi, bon, j'avais commencé par me payer la contribution à partir de 4e. Je vendais des CD. Donc j'ai suivi des choses, et qui m'ont, rien que, en tout cas, pour toutes mes chansons, ce sont rien que mes difficultés que j'ai traversées. Parce que j'envoie ça là pour que d'autres personnes puissent s'inspirer de ça, pour savoir que dans la vie, faut pas se décourager. Quand tu es en train de traverser une difficulté aujourd'hui, il faut savoir que demain, ça va sourire. Tant qu'on ne lâche pas. Tant qu'on ne lâche pas ça. Nous avons aussi Achema Oton. Est-ce que c'est une expression de reconnaissance à Dieu? Oui, exactement. Vous allez voir que Achema Oton, c'est tout à la fin de l'album. Et j'ai loué Dieu, puisque après tout, c'est l'éternel Dieu qui est tout. Donc, il a fait ses merveilles. Je ne peux que le louer. Si dans mon premier album, je n'y mets pas
une louange, ça ne peut pas, je crois que ça ne peut pas aller. C'est pour ça, à la fin, j'ai mis ça là pour que beaucoup comprennent qu'après tout, c'est Dieu qui est fort. Et de quoi parle Semevo? C'est un autre titre de l'album? Oui, Semevo. Semevo, voilà. En fait, Semevo pour dire, si tu es dans la vie et que sans Dieu, tu ne peux rien. Sans Dieu, tu ne peux rien. Donc, quel que soit ce que tu vas entreprendre, ça là, c'est même un featuring avec un doyen. Donc, sans Dieu, tu ne peux rien. Quel que soit ce que tu vas entreprendre. Il faut prier Dieu. Certes, il y a de la persévérance, mais dans la persévérance, il faut en train de prier. Il ne faut pas rester chez toi pour dire que tu vas prier, que ça va marcher. Mais quand si Dieu accompagne tes efforts, je crois que ça va aller facilement. C'est pourquoi j'ai dit que Semevo de non dia. Semevo de non dia. Ni benayon sesiwe de sindai do fe. Na yon dandan kanrowe ken kono ha soupo mi mon besoin. Alors le titre Wadai, donc c'est un feat également. C'est un feat avec Eto Dos. Donc alors, comment la collaboration est-elle née? Est-ce que c'est vous qui êtes allé vers lui ou c'est lui qui est Oui, c'est moi qui suis allé vers lui. Et puis il est ouvert, il est ouvert et puis il m'a accueilli. Ensemble, on a eu à faire le cheminement et puis ça a donné pour l'audio et puis le clip aussi. Ça a donné. Et le lancement, on l'a fait tout ensemble. Et puis ça a marché. Le premier album, c'est votre premier bébé. Oui. Comment est-il accueilli par vos fans? Est-ce que les gens ont aimé? Tellement, je vous ai dit, vous voyez, et même avant le lancement de l'album même, j'ai fait un morceau là qu'on appelle un Tenwa, que je suis en train de pleurer. C'est ça que la population, les fans ont dit, mais ça, ils chantaient depuis, c'est qu'ils se demandent, ils chantaient depuis. Donc, pendant que ça la passe, est en train de passer, je suis en train de préparer les autres. Oui. Ça m'a encouragé parce que la manière dont ils ont accueilli ce morceau, je me dis, bon, ça reste de bonnes choses derrière. Je me suis forcé pour que ça finisse. Vous êtes également étudiant? Oui. Vous êtes titulaire d'une licence. En dehors de la musique, que faites-vous? Bon, il faut notifier que je suis étudiant et puis j'ai eu ma licence en 2017 en journalisme, bien sûr. Mais après mon stage dans les radios, bon, ça moi, c'est le diplôme qui m'intéressait. Vous avez demandé le diplôme pour la musique? C'est le diplôme qui m'intéressait parce que je voulais faire autre chose avec ça. Maintenant, une fois acquis, j'ai commencé des activités extra. Donc là, et puis actuellement, je suis. Non, il y a plus l'argent dans le journalisme que dans. Non. Ah bon, c'est vous qui le dites. Parce que moi, après mon stage, vous avez constaté sur les chaînes télévisées et puis les radios. Vous avez préféré la musique que le mieux. Bon, c'est pas que j'ai préféré la musique. La musique, d'abord, c'est une passion. C'est pas une activité en tant que telle, hein, mais les activités que je mène en dehors de la musique et autres là, c'est ça qui fait. Puis je suis au port et puis on fait beaucoup de choses. Ah, vous trouvez l'argent. C'est pas contre. Alors, est-ce que sur la scène musicale béninoise, vous avez des modèles, des références à qui vous voulez ressembler? Tellement comme papa Sabouran Danielou qui a commencé depuis fort longtemps et qui est sur le marché tout le temps, vous voyez. Donc, ces gens-là, je suis en train ils sont mes imitateurs et puis je dois les imiter. Alors, je les imite toujours. Pour la musique, quels sont les projets que vous avez à court et à moyen terme? Bon, pour la musique d'abord, vous voyez, je viens de commencer. Pour un débutant comme moi, d'abord j'ai besoin d'un manager et puis un producteur. Pour tout musicien, on a besoin d'abord de ces choses avant d'évoluer. Donc comme je viens de commencer, j'attends, puisque beaucoup m'appellent pour ces trucs-là, donc j'attends l'arrivée ou bien j'attends d'abord voir un manager bien placé, voilà qui va dire, il faut passer par là, il faut prendre par ici, voilà, pour me guider, pour que je puisse lancer, ensemble on puisse lancer un projet qui va
bien prendre parce que je veux aller très loin dans la musique. Alors, il y a beaucoup de managers, de producteurs qui nous suivent sur cette émission tous les dimanches. Oui. Quel est le message que vous avez à leur endroit? Eh bien, les produits passent et puis eux-mêmes, ils voient. Donc, je dis, s'il y a des producteurs... Vous avez des canaux digitaux par lesquels on peut consulter vos productions, vos morceaux? Oui. Sur YouTube, quand on tape LG Espero, là, toutes mes œuvres s'afficheront. Votre message maintenant à l'endroit de tout cela Oui, je dirais que, bon, comme pour un débutant comme moi et puis comme tout autre musicien, j'ai besoin d'un manager, un bon manager d'ailleurs, et puis un producteur qui va m'aider. Puis ensemble, on pourra pousser ma carrière très loin. Voilà, et puis ça me fera tellement de plaisir. Alors, avant de finir, qu'est-ce que vous avez à proposer à vos fans qui nous suivent en ce moment? Vous allez reprendre une de vos chansons, de votre choix. N'est-ce pas? Atiek basale weno onsisei mama igbero nura akruno teo ei bio betona ko wen khoko. Atiek basale weno onsisei mama igbenovi nura akruno teo ei bio yedrena ko zinwe ide anambo mando ndebo da fozon irofi enano sui membo enano lindo weninku mende no su mende do ya nkambio nuno tobi nambo meo awo hopo da danji ati egba sele wedo sinse mauma igbe novi nuna akruno to ai bio edrena ko huwe la poidogeli ne va jamais roi son. Dieu ne va jamais accepter ça. Espero LG, artiste chanteur évoluant dans le tradi moderne, c'était l'artiste de la semaine sur le plateau du Grand Format. Merci beaucoup à vous et bonne chance pour la suite de votre carrière. Merci beaucoup à vous, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Mesdames et messieurs, c'est ici que va s'arrêter l'aventure Grand Format de ce dimanche 10 juillet 2022. Merci à vous qui nous suivez depuis Tofor. Merci de votre fidélité au programme de Canal 3 Bénin. On se retrouve dimanche prochain pour vous servir avec le même plaisir. Au revoir. Ne va jamais quoi bien son Romain de Wano à la position number 1. Un boss n'est jamais petit, Mauto c'est au fort. Merci tonton. Nkae Jesse nko etoka no soyate. Ndeka wato ano vile. Edo ko to me humonjo. Boy nondo mbunu kwe. Iloda belinu pemanda lodu bojino vi joso iyo jona leko ame nucho edo wenu lodo nuwe ana iloda belinu kegbe manda lodu nyanya dele ele de undagbe jakana masena no yoto enu keke ko etoka no sayilo ndeka to ando vile edo ko to me wumonjo maina no le grand constratier PDG Jesuto Papi et on timbo komi yedona do jalo pe mi on weke me asi pede me ne otomase utowe no wa vinu yi me de tonda vase nja hunu aso huzwa wa minise neto lile ndeawe ni ko tona fori mi do pombo akebeda amakai hunu baba wutina no yala mo kudo ya chonwenya c'est maladie ya zoema ya chonwenya watu ajakun fifa me ade atuna jojo tin empêché de do si fifa me awe hun konde na wa bia jojo me anatu akrobe se do to si sa me awe hun tunda kono beze manje si zume kon ena yo edoji sinde bo peje ufeme we milo igbe to koncho me do na ndagbe afombodo kanto e uno ton wide do yinda gbe bede kon kenwe no to mende su iseta we lo boulevard wide tun di ojujo botun
mundo que o mareia com o medo que o ebisse se janka jagodoa wala tonu iwana do kembu na do ku mo e kore chupeno dami debe il faut ton arrêt il est ton nom l'asile on est dolé merci papa on cae jesi non ko toka no ze ache nous de kawato ano vile edo ebo edo ko itome umonjo maino no umono kwe. Un grand coucou au fan club LG. Merci les bien-aimés. Suzanne Agassouci, Diaté, Manon Didjan, Bono Bono, Dassin Kedeo, Novi, Edafo. Afọ de chonu mendo na walogo yiye toma subeli pa fo bodi kweto mi ma so agonzan mi no tifi lo afọ do tebo mi no jolo dagbe kede benjro yan seto e pe akana no fi ito iro e peto le bino le ti magba ntonu suno sale jinjan ibotun do pe onu fi wezwa rombo se ma ronle yo le no funa do wan le ton asosina to chocho sene makada die to lone hukai jesi no ko e to